Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Gros programme ce soir avec notamment le nom du dernier club qualifié en France pour le 8e tour de la Coupe de France. Vous allez le voir, soit ce sera l'Étoile Maritime, soit ce sera Trélissac. C'était le match en retard du côté de la Nouvelle-Aquitaine. On fera une large page Coupe de France. On évoquera aussi la Ligue 2 avec la rechute des Girondins de Bordeaux qui heureusement auront l'occasion de se rattraper très vite. Dès demain face à Quevilly-Rouen, il y aura du National 2 avec le résumé du match du leader, le FC Libourne. On parlera National 3 avec notre invité, le coach du Stade Poitvin, Luc Davaillon. Et puis on est allé en Régional 3 faire un duel de haut de tableau entre l'Avenir Mata et le club de Saint-Palais Sport Foot. Bref, énorme programme pour ce numéro 119 d'LFNA TV qui commence maintenant. Comme premier, on débute avec une large page consacrée à la Coupe de France. Il y avait un match en retard du 7e tour. Le dernier nom était attendu par toute la France. C'était le dernier match encore en course. Eh bien, l'Étoile Maritime recevait au stade François Leparcot de La Rochelle le club de Trélissac, un pensionnaire de R1 face à un pensionnaire de N2. Le suspense semblait peut-être très mince. Finalement, il a été jusqu'au bout du bout, comme le prouve ce long format signé Théo Rodriguez. Journée spéciale pour l'Étoile Maritime, l'occasion pour eux d'écrire encore plus leur histoire, mais également de rendre un bel hommage à leur entraîneur adjoint Najib Akaniche, décédé il y a quelques jours. Cette journée, elle débute premièrement à Étré, précisément au stade municipal où les joueurs se sont rassemblés pour une collation, se détendre et faire retomber la pression avant la causerie de l'entraîneur, Johan Chauveau. C'est important ces moments de cohésion avant une rencontre comme celle-là ? Ouais, c'est sûr, c'est important de se retrouver avant le match. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique, la solidarité, les moments d'échange comme ça. Donc voilà, avant d'être une équipe de foot, on est une bande de potes et voilà, ces moments-là, ça fait totalement partie de notre routine, c'est super important. Ouais. Comment vous le sentez le match ? Attendez, je mets mon... Hop. Le match, c'est un match de Coupe de France, motivation plus. En plus, on joue une équipe supérieure à nous sur le papier, donc voilà, on va se donner à 300%. Et voilà, on connaît le contexte, on a perdu un grand frère la semaine dernière, donc ça va être une motivation supplémentaire. Voilà, chacun a le droit de faire des erreurs techniques ou autres, mais se donner à 3000%, c'est le mot d'ordre du jour. C'est bien passé cette semaine d'entraînement ? Ouais, franchement, c'est bien passé. Après, c'était compliqué vu l'événement qui nous a touchés tous la semaine dernière. Donc forcément, il y a eu ça qui est venu par-dessus tout parce que cet événement-là, pour nous, il est plus important que le match. Maintenant, voilà, on a pris le temps de parler tous ensemble, de se dire les choses, que ça soit clair, qu'il y ait cet événement-là et pour lui rendre hommage, mais aussi qu'il y ait le match. Donc maintenant, voilà, on a su prendre le temps pour faire la part des choses et maintenant, on est focus sur le match et à ce niveau-là, c'est clair pour tout le monde. Ce match, vous allez vous en rappeler toute votre vie. C'est sûr et certain. Ce match, il va marquer votre carrière de joueur. Et il va vous marquer humainement. Il va vous marquer en tant que personne, en tant qu'être humain. Okay. Alors malheureusement, quand vous vous en rappellerez, il y aura de la tristesse. Quand on s'en rappellera, on aura un peu de peine, un peu de chagrin, c'est sûr. Ça ne doit pas être que ça aujourd'hui, les gars. Ça ne peut pas être que ça. Il faut vous rappeler que vous aurez fait quelque chose de grand, sportivement et humainement. Ok les gars ? Sportivement, c'est accéder au 8e tour de la Coupe. Okay. Humainement, c'est rendre le plus bel hommage qui soit à Najib. C'est ça le match d'aujourd'hui les gars. Concentration, communication. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas joué. Le début du match, attention. Ok ? Attention au début du match, les gars. Manque de repères, manque de certitude. Ok ? On ne se tire pas une balle dans le pied tout de suite. Donc on est focus dès le début. Grosse concentration. Ma crainte, c'est juste comment vous allez gérer toutes ces émotions. Il va y avoir
blindé de monde. Le contexte, je ne vais pas revenir dessus, vous le connaissez tous. Comment vous allez appréhender ça? Ok? Ça doit être une force, toutes ces émotions-là, tout ce qu'il y a. Ok? Ça doit être une force. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous paralyse, qui nous fait peur. Et ça ne doit surtout pas être quelque chose qui nous fait dégoupiller. Il est hors de question, les gars, et je pense que Sadio et moi, on ne pardonnera pas ça. Tout le reste, on peut pardonner, mais pas ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui sort sur un mauvais geste ou une connerie parce qu'il n'a pas tenu ses nerfs. Interdiction absolue. Et je ne parle pas du résultat. Ok? Je parle de pour qui on fait ce match. Donc ça doit être bien dans votre tête. Il y a des émotions, ok. Vous respirez un bon coup et on gère ça. C'est le seul truc qui nous inquiète. Le foot, vous êtes prêts. Najib, il avait confiance. Sadio, il a confiance. J'ai confiance à 2000%. Je pense que les gens qui sont là, ils ont confiance en vous aussi. On sait qu'on va passer. On donne rien. On leur donne que dalle. Ok? Dès le début. Dès le début, costaud dans les duels. Impact physique. Tout le monde. De Léon à Ibrahim. On leur montre qu'aujourd'hui, ça va pas être confortable. Ça va pas être confortable du tout. Déjà, ils vont arriver, ça va être hostile comme terrain. Ils vont pas être les bienvenus. Et sur le terrain, c'est pareil. Ils doivent sentir direct. Ça va pas bien se passer pour eux. On n'a pas peur de jouer. On n'a pas peur de jouer. Et peur de quoi d'ailleurs? Peur de quoi, les gars? De rien. Peur de rien. La semaine dernière, la vie, elle nous a rappelé que, voilà, il y a des choses plus importantes que ça. Donc on n'a certainement pas peur de jouer un match de foot. Vous leur montrez, ok? Il n'y a pas de division aujourd'hui. Vous leur montrez que vous savez jouer au foot. Ça combine et après, bim, devant on a des fusées, des mecs techniques, combinaison au milieu et bim sur les côtés, bim devant. Et on y va. Et on leur fait mal. À chaque fois qu'on y va, c'est marqué en dessous, volonté de faire mal. Efficace. Tout ce qui traîne, je vous fais chier avec ça la semaine, tout ce qui traîne, ça doit aller au fond. Pas de regret, les gars. S'il y en a une seule en 90, il faudra la loger. Et nous, derrière, on ne prend pas. Prenez du plaisir. Rendons le meilleur des hommages à Najib. Et bon match. Allez. Vous les avez sentis concernés? Ouais, à part le petit souci de portable comme d'hab. non, sinon ouais. Ouais, tout le monde est concerné, tout le monde était concerné toute la semaine et voilà, on sait ce qu'on a à faire. Direction La Rochelle, désormais au stade François-Le-Parcau, où se jouera enfin le 7e tour de Coupe de France entre l'Étoile Maritime et Trélissac après 2 reports. Une régionale 1 contre une nationale 2, mais attention, en Coupe de France, rien n'est fait. Les deux clubs se connaissent déjà, ils se sont affrontés l'an dernier pour la même occasion, mais c'était au 5e tour. Et Trélissac s'était imposé sur le score de 4-1 au stade Marc Garnier de La Rochelle. Cette fois-ci, ça se passe aussi à La Rochelle, mais dans une enceinte différente, au sein du mythique stade François-Le-Parcau qu'il a fallu batailler pour avoir. Mais l'Étoile Maritime a eu gain de cause et elle jouera bel et bien devant son public ce samedi. Ça, les supporters en sont bien évidemment ravis. On écoute Gabriel, l'un des fervents supporters de l'Étoile Maritime. Alors les enjeux sont très importants, ça va être un peu compliqué parce que l'équipe elle a 2 niveaux au-dessus de nous, ça reste la Coupe de France. Mais bon, ce match on va jouer pour Najib. On va jouer pour Najib et je pense que ça les joueurs ils ont bien compris. L'esprit qu'il faut aborder aujourd'hui pour le match, il faut vraiment être pensé à Najib et comme on le fait à chaque fois quoi, pour l'équipe et pour le club. Par les années précédentes, il y a des équipes de notre niveau ou un niveau au-dessus de nous qui ont réussi à faire de très beaux parcours et on se dit pourquoi pas nous. Vous allez mettre le feu dans les tribunes? On va espérer mettre le feu tout en restant dans la joie et la bonne humeur. Et surtout aujourd'hui dans les tribunes ça va être pour Najib. Comme je vous l'ai dit, c'est pour Najib, pour Najib, pour Najib. Puis après on verra par la suite si ça va le faire quoi. Les 22 acteurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse. Une minute d'applaudissement va pouvoir être donnée en hommage à leur ancien entraîneur adjoint. Merci Najib. Merci Najib. Merci Najib. Merci.
S'en est suivi un coup d'envoi fictif donné par la fille de Najib Khanich, accompagnée de l'international français et joueur du stade Rochelet, Teddy Thomas. C'est parti au stade François-Le-Parcot pour ce 7e tour de Coupe de France. Corner pour Trélissac, c'est envoyé dans la boîte mais ce ballon est dégagé par la défense de l'Étoile. Ça retombe dans les pieds de Grain qui centre ce ballon à son tour. Vienne repousse de la tête et ça retombe dans les pieds de Bisson qui rate sa volée mais ça profite encore au Trélissacois. Gabriel va frapper à une touche mais Colli fait un très bel arrêt. Trélissac à l'attaque, Diakité reçoit le ballon, il s'avance et frappe. Mais c'est trop enlevé. Les Trélissacois enchaînent les situations dangereuses en ce début de rencontre. Grain lance Nanaga Sagonga en profondeur dans la surface, mais Derkaoui fait un magnifique le tacle salvateur. Coup franc pour l'Étoile Maritime, c'est frappé dans la boîte. Navo est gêné par le rebond. Bouriba saute plus haut que tout le monde et reprend ce ballon de la tête. Ça finit au fond des filets. L'Étoile Maritime ouvre le score dans ce match. Les Trélissacois tentent de réagir. Diakité slalom dans la défense adverse. Il décale Samba Ndoudi sur sa droite pour un face-à-face. Colli fait un superbe arrêt mais ça profite à Diakité qui frappe. Mais encore une fois, Derkaoui fait un tacle salvateur pour dégager ce ballon en corner. Coup franc joué rapidement, ça combine bien entre les joueurs de Trélissac jusqu'à Grain qui prend sa chance du gauche mais ne cadre pas. Diakité est trouvé côté gauche. Il temporise et centre ce ballon dans la surface pour Nagaga Sagonga qui n'a plus qu'à finir. Trélissac égalise, ça fait un partout. Une 2 entre Diakité et Nagaga Sagonga. Il décale Grain sur son pied gauche et frappe, mais Vienne en dernier rempart empêche ce ballon de franchir la ligne. Fin des 45 premières minutes, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur un score d'un but partout. Au retour des vestiaires, Trélissac continue de pousser. Bisson est alerté côté droit, il centre ce ballon pour Diakité qui manque sa tête. Michaud est là pour couper au second poteau, mais malheureusement, sa tentative n'est pas cadrée. Bouriba est retrouvé dans le rond central, il a de l'espace et lance Diallo dans la profondeur qui envoie ce ballon au fond des filets. Mais l'arbitre assistant a levé son drapeau. Ce but est refusé pour une position de hors-jeu. Ça combine entre Grain et Nanaga Sagonga qui prend sa chance du droit. Mais Colli se couche facilement sur ce ballon. Zayen est lancé côté gauche, il centre. C'est dévié de la tête. Lacroix qui reprend de voler mais ça frôle le montant. Possession Trélissacoise, Potier est lancé dans le dos de la défense de l'Étoile. Il prend sa chance mais bute sur Colli. Ça profite à Romil qui frappe du gauche et va conclure cette occasion. Derkaoui n'était pas loin d'empêcher ce ballon de franchir la ligne. Mais ça fait 2-1. Trélissac prend l'avantage dans cette rencontre à quelques minutes du coup de sifflet final. Dernière possession de ce match, l'Étoile Maritime joue son rôle à fond. Zayen gagne du terrain et décale Lacroix côté gauche. Il centre mais c'est repoussé par la défense de Trélissac. Ça retombe dans les pieds de Latrache qui frappe à 25 mètres. C'est au fond des filets. Le gardien n'a pas bougé. L'Étoile Maritime égalise à la dernière seconde du match. C'est l'explosion en tribune. On se dirige tout droit vers une séance de tir au but. L'arbitre donne le coup de sifflet final, 2 partout à l'issue des 90 premières minutes. Les deux formations vont devoir se départager par une séance de pénalty. C'est l'Étoile Maritime qui va frapper en premier. C'est Djelida qui s'y colle. Il s'élance et trompe le portier Trélissacois, 1-0. Hamdi pour la réponse, c'est transformé petit filet gauche. Lacroix désormais. Contre-pied, parfait. Potier à la baguette. Côté gauche une nouvelle fois. Derkaoui, le petit pas d'élan. Poteau, c'est manqué pour l'Étoile Maritime. Gadji pour prendre l'avantage. Ça ne tremble pas. 3-2 pour Trélissac. Au tour de Vienne. C'est arrêté par Navo. La victoire au bout du pied de Gabriel. C'est au fond. Trélissac s'impose dans ce match après une séance de tir au but sans faute. La belle épopée s'arrête au 7e tour pour l'Étoile Maritime qui n'a pas à rougir de sa prestation, bien au contraire. Mais malheureusement, toutes les belles histoires ont une fin.
Yacine Djelida, le défenseur de l'Étoile Maritime, est particulièrement fier de ses coéquipiers et surtout de l'hommage rendu à Najib Akaniche. On l'écoute. Sur le match, je pense qu'on a été bon. On a respecté les consignes du coach. On s'attendait à un match comme ça. Donc une équipe forcément qui maîtrise un petit peu plus que nous et qui peut aller très vite dans les 30 derniers mètres. Donc je pense que le but qu'on a marqué nous a fait du bien aussi. Et après sur une séance de pénaux, on sait bien il y a un gagnant, un perdant et ça s'est fini comme ça. Mais voilà, on est content aussi qu'il y a eu une réaction aussi de l'équipe en deuxième mi-temps quand on était mené. Surtout pour l'hommage. Donc là vraiment on voulait pas, il n'y avait pas cette histoire de niveau ou autre. Nous, peu importe l'adversaire, là vraiment on voulait faire un beau match, respecter les consignes et surtout rendre hommage à notre frère. Ouais, bien sûr, d'en arriver là, 7e tour, une N2, à domicile en plus. Et vu un peu le scénario, le match qui a été reporté 2 fois, etc. Donc c'est une belle aventure. Donc franchement, tout le groupe peut être content et moi le premier. On sait que le plus important, c'est le championnat. On le dit tout le temps, mais la coupe, on a quand même envie de la jouer. Donc c'est bien que ça se termine aussi. Et on a un long championnat qui nous attend, beaucoup de points à aller chercher. Donc là, maintenant, on va être focus vraiment sur ça. Il y avait un contexte assez particulier aujourd'hui avec ce décès. On avait quand même à cœur de gagner ce match. On savait que ça allait être compliqué, ça l'a été jusqu'à la fin du match. Mais le plus important, c'est la qualification. On fait du foot, c'est pour ça. Donc ça va être pareil, contexte compliqué. C'est les matchs de coupe, c'est tout le temps comme ça. Il faut être à fond et voilà. On va donner le maximum pour passer encore ce tour. Trélissac est donc le dernier club français qualifié pour ce 8e tour de Coupe de France. Je vous rappelle tous les clubs qualifiés dans la région Nouvelle-Aquitaine avec un club de Charente, Angoulême-Charente, 2 clubs de Dordogne, Bergerac-Périgord et Trélissac, un club de la Haute-Vienne, Panazol, un club des Pyrénées-Atlantiques, le Pau FC, pensionnaire de Ligue 2, tout comme les Girondins de Bordeaux, 4 clubs au total de Gironde, les Girondins, le FC Libourne, le FC Bassin d'Arcachon et la Jeunesse Villenavaise. On vous rappelle également les affiches du côté de la Nouvelle-Aquitaine pour le 8e tour qui aura lieu ce week-end avec notamment le duel Bassin d'Arcachon-Trélissac, le match entre Angoulême-Charente et les Girondins de Bordeaux, le duel entre la JS Coulennes et le Pau FC, le match entre Bergerac-Périgord et l'AS Panazol et puis le derby de l'agglomération de Bordeaux entre la Jeunesse villenavaise et le FC Libourne. Il y avait également dans les mémoires un tour fédéral de Coupe de France féminine. Le 2e tour fédéral aura lieu ce week-end avec encore 2 clubs de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont impliqués, à savoir le Limoges Football et le club de Gradignan. Limoges qui jouera face à Montauban, Gradignan qui défiera le Toulouse FC. On passe maintenant à l'actualité des championnats et on débute dans l'ordre avec la Ligue de BKT. On jouait ce week-end la 16e journée avec la rechute des Girondins de Bordeaux qui s'incline à domicile face à 3, 1-0. Le nul du Pau FC au Noustecamp face à Dunkerque, 1 but partout. Au classement, Pau est 5e, Bordeaux 15e. On écoute la réaction d'un homme forcément déçu, Albert Riera, interrogé par notre correspondant au Matmut Atlantique, Christophe Monzi. 23 fois on a tiré, mais cadré 5. Efficacité, ouais. Beaucoup. On le travaille, mais à la fin, comme on dit, pour les bons et pour les mauvais, le plus important, ils sont les joueurs. Ils le savent, on le travaille, mais là, si de 23 fois que tu tires au but, seulement 5 sont cadrés, normalement on dit c'est 30%, c'est une règle. De 23, tu dois frapper cadré 30%, ça veut dire presque 8, et le 30% sont buts, 8, le 30% plus ou moins 2, 3 buts. On n'a pas fait les stats que normalement on doit faire. Il me vient à la tête une chance très très claire, pour moi la plus claire, parce qu'on le travaille ça, c'est la deuxième mi-temps à Zucca, qu'il était à Zurigo, qu'il était devant le gardien, au milieu de la surface de réparation, déjà quand il avait passé devant déjà 2-3 joueurs.
Et là, c'est la qualité. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas besoin de la force. Tu es à 15 mètres, 16 mètres sur la ligne de la surface, à un côté. Pour moi, ça c'est plus une erreur parce que ça, on le travaille toutes les semaines. Quand on fait le finishing, dedans la surface de réparation, tu ne le laisses pas frapper. Tu le laisses frapper seulement avec l'intérieur du pied. Les autres, comme on a dit, il peut passer. Mais bon, à la fin, c'est l'efficacité. À la fin, le foot. Combien de passes on a fait, combien on a frappé, sur le 3 points qui comptent. Mais difficile à digérer quand tu es mieux que l'adversaire en tous les aspects. Même avec 10, on était mieux que l'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire, être mieux que l'adversaire à la fin? C'est quoi? Tous les défenseurs essayent de faire le mieux possible. Tous. Alors que, après, c'est un jeu de rare et si tu me demandes, il pouvait faire mieux. Ouais. Et les attaquants aussi, et les milieux. Alors que c'est pas seulement la faute d'un, ça c'est une équipe. C'est pour ça que je n'aime pas de parler seulement d'un joueur. Mais on sait l'équipe qu'on est même après cette défaite, parce que pour moi, il change seulement le numéro de les scores. Parce que la sensation que j'ai avec cette équipe, après les matchs, ils sont bons. Ils sont bons. Qui disent qu'ils ne regardent pas le classement, ça c'est pas vrai. Nous, on regarde toujours le classement. On regarde toujours les possibilités, les mathématiques qu'on a. Jusqu'à on a les mathématiques qu'on peut continuer, on va continuer. On ne s'arrête pas. Moi, j'ai toujours la confiance. Et la mentalité et l'objectif, c'est toujours le même. Toujours le même. Je ne vais pas laisser une personne qui pense à autre chose. Mais c'est vrai que la réalité maintenant, on a 18 points et on devait avoir de plus. Albert Riera déçu notamment par le manque d'efficacité de ses attaquants, mais Albert Riera et ses joueurs qui auront rapidement l'occasion de se rattraper puisque vous le voyez, dès demain 20h45, les Bordelais se déplacent du côté de Quevilly-Rouen pour la 17e journée de Ligue 2 BKT. Dans le même temps, le Pau FC recevra Valenciennes. On passe au National 2 avec les résultats de la 11e journée de la poule B, celle qui concerne les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Le leader, le FC Libourne, recevait le Paris 13 Atlético dans un choc du côté du stade Jean-Antoine Moueix de Libourne. Un match qui vous est résumé par Flavien Ziolkowski. Le leader de la poule B de National 2 Libourne recevait le 4e Paris 13 Atlético samedi. Les Girondins se devaient de confirmer leur belle série du moment. Et dès le début du match, Libourne met la pression sur la défense adverse, mais le corner ne donne rien. Ça vient même provoquer une contre-attaque adverse, mais ça n'inquiète pas Pierre Portetz. 5e minute, Libourne encore à l'assaut côté droit avec Tanguy Guérino. Il centre au second poteau pour le numéro 10 Soufiane Bahassa qui vient tromper Moussa Sanou, le portier parisien. Ça fait 1-0 pour Libourne après ce joli mouvement conclu de la tête donc par Soufiane Bahassa. 2 minutes après, coup franc intéressant pour Libourne, mais c'est bien dégagé par la défense parisienne. 18e minute, Paris est à l'attaque, la balle passe devant la ligne de but. C'était tout proche pour les Parisiens. La défense de Libourne est bien heureuse sur ce coup. 30e minute de jeu, Tanguy Guérino est lancé encore une fois côté droit. Il arrive dans la surface mais malheureusement croise un peu trop sa frappe qui vient mourir devant le poteau droit de Paris 13. Ça fait quand même toujours 1-0 pour Libourne. Dommage donc pour cette opportunité car dans la foulée, les visiteurs vont être dangereux et sur une belle remise, Brandon Bokangu se présente seul face à Portetz, mais le gardien ne peut rien faire. Paris 13 Atlético égalise et ça fait 1 partout. Pourtant Libourne y croit et parvient une nouvelle fois à inquiéter Paris. Guérino encore lui centre. La balle revient à l'entrée de la surface pour Couteri mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais l'arbitre siffle la fin de cette première période. Les deux équipes rentrent au vestiaire 1 partout. La seconde période débute toujours sous un beau soleil ici en Gironde. Libourne veut y croire et insiste. Le buteur du jour, Soufiane Bahassa, récupère le ballon.
rentre dans la surface et transmet à Anthony Castera, mais son ballon est trop en retrait et c'est dégagé du coup par la défense parisienne. Les Girondins toujours présents, coup franc intéressant, cafouillage dans la surface. Paris a du mal à se dégager, le ballon qui revient dans les pieds de Tchèque Keita, mais sa frappe est trop molle pour inquiéter le portier adverse. Toujours un partout. Guerrino, encore lui, intenable dans cette rencontre. Centre pour Soufiane Bahassa, le duo qui a bien marché en première période. Mais Moussa Sanou effectue un bel arrêt. Quel dommage pour Libourne, qui n'arrive pas à repasser devant. Libourne, dans les dernières minutes, tente le tout pour le tout. Hamza Bouraja, centre, incompréhension entre le gardien et son défenseur. Dégagement mal assuré, ça revient dans les pieds de Bahassa qui frappe. Mais le portier parisien rassure sa défense, un partout toujours. Et on en restera sur ce score entre Libourne et Paris 13 Atlético, donc un partout, fin de cette rencontre. Libourne est toujours leader avec 20 points après 11 journées. On remercie le club de Libourne de nous avoir fourni les images pour ce résumé avec ce nul 1 but partout. Voici les autres résultats de cette 11e journée de National 2 dans le groupe B avec la lourde défaite de Bergerac-Périgord 4-1 du côté de Vendée-les-Herbiers, le nul 0-0 entre Angoulême-Charente et Saint-Privé-Saint-Hilaire, match reporté entre Trélissac et Angers en raison de la Coupe de France, conséquence de cette 11e journée. Au classement, Libourne est en tête avec 20 points, 2 points d'avance sur Vendée-les-Herbiers. Le club d'Angoulême-Charente est 8e, Bergerac-Périgord 10e avec 13 points. Devant Trélissac qui est 11e avec 11 points. La lanterne rouge de ce championnat de national de poule B se nomme la réserve du SCO Angers avec seulement 3 points. Le National 3 maintenant un étage en dessous avec la 10e journée. On va débuter avec la poule B. Vous le voyez, un match spectaculaire du côté de Bayonne entre l'Aviron et la réserve du Pau FC. Victoire 4-3 des Basques. Victoire également des Genêts d'Anglet, autre club basque du côté d'Onet-le-Château. Victoire 2-1. Match reporté entre Saint-Paul Sport et l'US Lège Cap-Ferré. Et puis dans le derby de Bordeaux, le Stade Bordelais et les Girondins de Bordeaux n'ont pas réussi à se départager. Score final, un but partout. Conséquence au classement de cette journée, les Genêts d'Anglet sont 2e à 5 points de l'US Castanet, le leader. Le Stade Bordelais est 5e avec 14 points. L'Aviron Bayonnais FC est 8e avec 11 points. La réserve du Pau FC 10e avec 10 points. L'US Lège Cap-Ferré 11e avec 7 points. Devant la réserve des Girondins de Bordeaux, Saint-Paul Sport est 13e avec 6 points. On passe maintenant à la poule C avec, vous le voyez, les résultats. Dans le derby, la victoire écrasante du Stade Poitvin 5-1 face à Chauvigny. Il y a eu la défaite de Panazol 1-0 sur la pelouse de Vierzon. Et puis la victoire de Châtellerault du côté de Bourges. Victoire 3-1. Au classement, Montlouis continue son cavalier seul. 27 points en 10 journées. Pour le leader qui est devant la réserve de Châteauroux et le Stade Poitvin qui glisse à la 3e place. Le club de Panazol est 8e, Châtellerault est 10e de ce classement, tandis que Chauvigny est 12e avec 9 points. L'équipe qui réalise une belle opération, c'est le Stade Poitvin qui prend place sur le podium à la 3e position. Le Stade Poitvin qui a connu une série de 2 lourdes défaites mais qui s'est bien rattrapé en écrasant Chauvigny dans le derby. Et pour parler de ce match et de la saison en cours, on accueille avec grand plaisir l'entraîneur du Stade Poitvin, ancien coach de l'ES Guérétoise, c'est Luc Davaillon qui est notre invité ce soir dans LFNA TV. Bonsoir coach. Bonsoir. Luc, avant de parler de la saison en cours du Stade Poitvin et du superbe résultat de ce week-end, peut-être un petit mot pour vous présenter à nos téléspectateurs, parce que ceux qui connaissent bien l'émission se rappellent de vous avec le bonnet du côté de l'entente sportive guérétoise. Vous êtes arrivé cet été. On peut un petit peu rappeler votre parcours, Luc ? Alors, en tant qu'entraîneur, du coup, je suis arrivé en Creuse au début des années 2010 et du coup, j'ai fait 14 ans à Guéret avec 4 ans en tant que RTJ et puis 10 ans responsable technique avec les seniors. Et puis avant, j'avais coaché des jeunes dans l'Indre-et-Loire
Donc c'est pour ça que le championnat actuel me fait plaisir parce que je revois des amis d'il y a quelques années. Et puis j'ai passé mon DEF en Creuse à Dinde-Palestel avant de rejoindre Guéret. Voilà. Donc et cette année, je devais rester que 2-3 ans en Creuse et je suis resté 17 ans. Et cette année, j'ai décidé de franchir le pas en repartant un petit peu de la Creuse avec ce challenge qui m'a été proposé à Poitiers. Est-ce que ça a été facile à prendre comme décision, Luc, quand on est resté si longtemps? C'est un peu comme avec une femme, forcément, quand il y a un tel changement, on doit se poser la question de savoir si on franchit ou non le pas. C'est ça. Après, le fait est que pendant 14 ans, enfin 13 ans, j'ai été employé à plein temps au club de Guéret. Le club de Guéret, la dernière saison, même si on était monté en National 3, ne pouvait plus m'employer à plein temps. Donc le challenge, alors ma vie familiale a fait que je pouvais me permettre de repartir aussi. Et puis le challenge d'être employé à plein temps à Poitiers m'a convaincu. Le seul regret que j'ai, effectivement, c'est de voir un petit peu moins souvent beaucoup d'amis sur la Creuse, puisque c'était vraiment enfin, voilà, ça a vraiment été riche à ce niveau-là. Et puis la décision a été dure à prendre parce que le club de Poitiers m'a contacté un petit peu tard. Donc du coup, de laisser Guéret un petit peu au dernier moment, c'était ce qui était difficile pour moi. Mais le challenge de Poitiers, par contre, ça a été pas difficile du tout, puisque c'était quelque chose que je souhaitais, de retrouver une équipe et un club à plein temps. Une équipe à plein temps et puis sans évidemment remettre en cause le statut de Guéret qui est un club excellent et qui représente dignement le district de la Creuse, mais on suppose aussi que le Stade Poitvin, pour vous, c'est un palier un peu plus haut parce que le Stade Poitvin, ça reste quand même un club très important, historique en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, alors le palier, il est un petit peu plus haut, tout en sachant que c'est la même division que celle dans laquelle on jouait l'an passé avec Guéret, mais moi ce que j'aurais aimé à Guéret qui était pas possible, et là où c'est un avantage sur Poitiers, c'est que je peux avoir les joueurs au quotidien, puisque effectivement les moyens du club de Poitiers sont bien au-dessus de ceux de Guéret, et donc du coup, oui, le fait d'avoir les joueurs au quotidien, c'était quelque chose auquel j'aspirais. Est-ce que Poitiers vous a fourni un bonnet, coach, en arrivant? Non, toujours pas. J'ai toujours mon bonnet de Guéret. D'ailleurs, je me fais un petit peu charrier par les adversaires, quand, notamment ce week-end à Chauvigny, mais c'est de bonne guerre et c'est très sympa. J'ai toujours mon bonnet de Guéret. J'attends que. Donc, c'était une maman de Guéret qui me l'avait tricoté et j'attends que quelqu'un m'en tricote un à Poitiers avec plaisir. Le message est lancé et si je me permets, évidemment, la petite blague, c'est parce qu'on partage le même coiffeur avec Luc, donc Exactement. j'ai le droit. Donc on l'a bien compris, le cordon qui a été pas forcément évident à couper après tant d'années du côté de Guéret. L'adaptation à Poitiers en règle générale, Luc, que ce soit la vie, le coin, le club, tout s'est bien passé? Alors la vie, Poitiers est une ville très agréable, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, même si ça change un petit peu de la Creuse, où je m'étais très bien adapté aussi, où je vivais de très bons moments aussi. Le climat au sein du club est aussi plus familial que ce que l'on me l'avait dit au niveau de Poitiers. Après, au niveau du groupe de joueurs, effectivement, c'est un peu différent parce à Guéret, pardon, en y étant 14 ans, il y a des jeunes que j'ai vus commencer le foot et qui ont, quand je suis parti, ils jouaient en équipe première avec moi. Donc du coup, c'est une autre relation en termes humaine avec les joueurs. Après, moi j'ai la chance à Poitiers là, vraiment d'avoir un groupe de garçons qui est très travailleur, très sympathique et qui est axé sur des performances collectives et sur des objectifs collectifs plutôt que sur des objectifs individuels comme on avait pu me le décrire. Donc du coup, par rapport à ça, je suis vraiment satisfait. Et puis, il y a le fait aussi que à Guéret, je devais fonctionner un petit peu seul parce que les moyens n'étaient pas les mêmes que ceux de Poitiers. Hein, c'est pas de la faute de Guéret. Et là, j'ai la chance aussi d'avoir un staff vraiment étoffé à Poitiers avec qui je m'entends très bien et avec qui on essaye de faire du bon travail. En tout cas, c'est dans la bonne humeur et ça, c'est très agréable. Est-ce que du coup, il y a un peu plus de pression au Stade Poitvin qu'à l'ES Guérétoise? Non, il n'y a pas plus de pression parce que quand on est compétiteur, on a envie de gagner tous les matchs, donc la pression, on se la met naturellement en fait. Après, le club sort d'une saison où ils ont dû acquérir le maintien dans les dernières journées. Donc là, la priorité, c'était c'est d'abord de se maintenir et puis ensuite de voir un petit peu plus haut puisque
l'effectif et l'équipe de Poitiers c'est quand même beaucoup renouvelé à cet été. Donc avoir des objectifs au départ et se mettre de la pression au départ, c'était à mon sens inutile. Donc on en a beaucoup parlé avec les joueurs, avec le staff et puis le club. Et au final, on est dans un climat serein. Il n'y a pas de pression. Voilà. Et surtout un climat beaucoup plus serein, je suppose, depuis cette belle victoire ce week-end. C'était un derby, évidemment, face à Chauvigny. C'était à Chauvigny. Et vous l'avez emporté avec la manière, score final 5-1. Alors quand on voit juste le résultat, on se dit que ça a été facile. C'était pas forcément le cas, notamment en première période, puisqu'à la demi-heure de jeu, il y avait encore un but partout, Luc. C'est ça. Alors, Chauvigny a fait une très bonne entame de match. Nous, on n'a pas su répondre en termes d'intensité, tout en sachant qu'on a eu du mal aussi à sortir les ballons proprement. Donc, du coup, ça permettait à Chauvigny de mettre une pression constante sur notre but. Là, c'est là où j'étais vraiment satisfait de mon effectif et de mon groupe là, par rapport au fait qu'on ait réussi à tenir, parce que c'est vraiment très rare depuis le début de la saison. On ait des périodes dans des matchs où on soit vraiment acculé sur notre but et j'attendais mes joueurs dans ce contexte-là et ils ont vraiment été très bons, ils ont été solidaires, ils ont été intelligents dans les déplacements, etc. Et puis, effectivement, c'était serré parce que Chauvigny a une belle équipe et a fait de bonnes choses dans cette première demi-heure. Mais là où je suis aussi satisfait, c'est que dès qu'on a réussi à mettre un petit peu plus de qualité technique, on a sanctionné très rapidement cette équipe de Chauvigny. Et je suppose que ça vient casser la dynamique un peu négative. C'était que 2 matchs, mais la Coupe de France et le championnat, il y avait 7 buts encaissés. Ça, je suppose que vous qui êtes un coach qui aimait aussi ne pas prendre de buts, je suppose que ça permet de casser un peu cette dynamique négative. Comme tous les coachs, on n'a pas envie de prendre de buts, on a envie d'en mettre le plus possible. Donc là, oui, effectivement, le match à Panazol a été une grosse contre-performance et nous a déçus parce qu'on a fait une très bonne première mi-temps, on menait à 2-0 à la mi-temps et sincèrement, on se demandait vraiment ce qui pouvait nous arriver de négatif. Et puis, voilà, même si on était avertis, puisque moi je connais très bien l'équipe de Panazol et le contexte, en sachant que c'était une équipe qui a vraiment beaucoup de valeur mentale et qui pouvait retourner des situations, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et nous, on s'est laissé un petit peu sombrer dans cette mi-temps. Et puis la déception de la Coupe de France, effectivement, parce que c'était une équipe du même niveau que nous qu'on le recevait, donc on n'avait jamais envie de perdre à domicile contre une équipe, tout en sachant qu'à domicile, depuis le début du championnat, on a gagné tous nos matchs. Mais malheureusement, on est tombé sur une belle équipe qui a joué son va-tout. On a eu l'opportunité de mener au score, on ne l'a pas fait, et puis eux, par contre, nous ont sanctionnés comme on a pu le faire peut-être contre Chauvigny, pardon. Et du coup, c'est Castanet qui a mérité cette victoire. Et donc la fin de cette série qui était courte, mais qui évidemment fait du bien quand elle s'arrête, cette série de défaites et cette belle victoire dans le derby 5-1. Parmi vos buteurs, Luc Davaillon, il y a un certain Mathias Coureur qu'on connaît bien. Évidemment, c'était un peu la surprise du mercato. On s'y attendait pas trop. Nous, les observateurs du foot néo-aquitain, après, il a l'habitude de surprendre tout au long de sa carrière avec des choix intéressants. On connaît ce profil. Qu'est-ce qui vous apporte au quotidien, que ce soit d'un point de vue individuel? On sait que c'est un joueur au-dessus techniquement et puis peut-être au niveau de l'expérience parce qu'il commence à avoir de la bouteille, Mathias Coureur. Alors Mathias, comme d'autres joueurs de l'effectif, c'est la chance que j'ai dans cet effectif à Poitiers, c'est d'avoir des joueurs qui ont un parcours professionnel, qui ont connu beaucoup de clubs et puis de contextes différents, d'environnements différents. Donc du coup, Mathias, comme les autres, m'apporte beaucoup de sérénité parce qu'on a un effectif qui est un mélange de joueurs expérimentés avec des joueurs très jeunes, donc qui ont envie de montrer quelque chose dans ces divisions-là. Donc le fait d'avoir des joueurs comme Mathias et Cédric Jean-Étienne, Alex Durimel, tous ces joueurs-là qui ont connu des niveaux de jeu supérieurs et des contextes vraiment très intéressants au niveau footballistique, nous permettent d'avoir une sérénité et puis de bien travailler. Voilà. Donc ça, c'est vraiment effectivement un avantage. Vous parliez de Guéret tout à l'heure, où j'avais que des jeunes joueurs, etc. Effectivement, de ne pas avoir de joueurs expérimentés et qui ont connu ces divisions-là pour encadrer les jeunes joueurs, c'est plus difficile que quand on les a. Ce sont les lieutenants de coach Davaillon. On pense évidemment à ceux qui connaissent Mathias Coureur depuis l'excellent reportage de Nuit Avec qui avait rappelé aux gens le joueur qui était Mathias Coureur, qui était un espoir du football français lors de ses jeunes années nantaises. Vous êtes 3e du classement, coach,
Désormais, le problème dans cette poule de National 3, c'est ce leader intouchable, Montlouis. Impressionnant, hein, Montlouis, Luc Davaillon, ils ont 11 points d'avance sur vous au classement ce lundi. C'est ça. Alors le classement est un petit peu faussé parce qu'on a quand même 2 matchs en retard, notamment un match qu'on a gagné sur le terrain contre Tours. On n'a pas encore la décision de la Fédération française de foot, mais j'aimerais bien que ce soit acté rapidement puisque, à mon sens, sportivement, on mérite les 3 points. On gagnait à la 89e 2-1 chez nous et on n'est pas du tout. Enfin, il n'y avait aucun problème sur le terrain et puis le club de Poitiers n'a rien à voir avec ce qui s'est passé puisque c'est des individus de Tours qui sont venus mettre le bazar. Donc, on a ces 3 points qu'on espérerait récupérer rapidement. Donc, ça nous mettrait déjà 2e, égalité avec la Berrichonne. Non, pardon. Je dis des bêtises, si on avait ces 3 points, on serait 3e toujours, mais on se rapprocherait de Montlouis. Alors effectivement, Montlouis fait un très très beau début de saison, mais on ne les a pas joués encore, donc je ne peux pas vous donner d'informations sur eux. Ce que je sais, c'est qu'ils méritent pour l'instant les victoires qu'ils peuvent obtenir sur le terrain, mais nous, on est confiant, on a envie de les jouer rapidement. On va les jouer le 2e week-end de janvier. On espère se confronter à eux en mettant tout ce qu'il faut pour montrer que nous aussi, on est capable d'être dans les premières places, quoi. Et avant cela, il y aura déjà 2 matchs pour finir l'année. Luc Davaillon, il y aura Chambray et Châteauroux. Il y a un petit challenge. Alors, ça va rester dans le vestiaire, évidemment, mais je suppose que vous avez un objectif sur cette fin d'année. Bien sûr, déjà on aimerait faire la passe de 3 là, ce week-end contre Chambray, puisqu'on reçoit Chambray après les 2 dernières victoires. Ce serait vraiment quelque chose d'intéressant pour le groupe de faire une passe de 3 parce que c'est pas arrivé depuis le début de saison. Et puis aller à la Berrichonne le dernier week-end avant la trêve, là, le 17 décembre, pour faire quelque chose, parce que c'est une équipe qui est joueuse avec des bons joueurs, mais nous aussi on a ce qu'il faut et on est capable de rivaliser. Et puis il y aura aussi un autre match entre-temps, le premier week-end de janvier, on fera le match en retard contre Châtellerault, à Châtellerault, le 6 janvier. Exactement, donc il va y avoir un bloc de match intéressant. Et puis pour répondre à la question tout à l'heure, parce que sur l'ordinateur, je ne pouvais pas ouvrir en même temps le classement. Montlouis est donc premier, on l'a dit, avec 27 points. Et puis Châteauroux a actuellement 6 points d'avance sur le Stade Poitvin. Donc évidemment, s'il y a ces 3 points du match contre Tours et en plus cette confrontation juste avant de finir l'année 2023, ça peut permettre à Poitiers de revenir dans le match, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Justement, Luc Davaillon, pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en prenant un petit peu d'avance sur les fêtes de Noël? On peut vous souhaiter un bonnet tricoté par les supporters, on l'a bien compris, et quoi d'autre? Ça, ce serait bien, mais le fait est que j'aimerais que le club et l'équipe aient quelque chose à jouer au printemps. Voilà. Ça serait vraiment après, on gagnera nos matchs, on ne les gagnera pas, mais j'aimerais qu'on soit dans la course aux premières places au printemps, pour au moins qu'on acquiert de l'expérience pour les jeunes joueurs, et puis qu'on mette du piment à cette fin de saison, parce que les joueurs et leur investissement, ils le méritent avec tout ce qu'ils font depuis le début juillet, ils méritent d'avoir quelque chose à jouer en cette fin de saison, et c'est vraiment tout le mal que je nous souhaite. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Merci beaucoup, Luc, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Et on vous dit merde, évidemment, pour cette fin d'année et pour la saison prochaine qui va arriver vite, puisque les matchs s'enchaînent. Merci beaucoup, coach. Merci à vous, bonne émission. Au revoir. C'était Luc Davaillon, l'entraîneur du Stade Poitvin, qui était avec nous. Et on referme cette page consacrée au National 3 avec les résultats de la 10e journée dans la poule D. Cette fois, la défaite 4-2 du FC Choré sur le terrain de l'USSA Vertou. Et puis le nul de but partout entre les Chamois niortais et la Châtaigneraie. Au classement, Choré est 5e dans un championnat dominé par Vertou. Les Chamois niortais, eux, sont 11e avec 8 points. On termine cette émission avec un détour en Régional 3. Il y avait un choc de haut de tableau dans la poule C entre l'Avenir Mata et le club de Saint-Palais Sport Foot. Un match qui a été finalement largement dominé par Saint-Palais, comme vous le montre ce résumé proposé par Théo Rodriguez. 9e journée de Régional 3, l'Avenir de Mata recevait Saint-Palais Sport au Parc des Sports Charmille 1, respectivement le 3e contre le 2e de cette poule C. Les deux oppositions sont à égalité de points pour le moment et sont à 3 points du leader.
L'avenir de Mata enchaîne les bonnes prestations. Ils ont remporté leurs 3 derniers matchs, ce qui les a propulsés sur le podium. Les Saint-Palaisiens, tant qu'à eux, n'ont concédé qu'une seule défaite en ce début de saison et comptabilisent 2 matchs de retard. Les 2 équipes se connaissent plutôt bien, nous explique Jean-Michel Chéniaud, le président de l'Avenir de Mata. On l'écoute. Alors l'Avenir de Mata Football, c'est un club d'environ 200 licenciés qui a de toute la catégorie, des débutants jusqu'aux vétérans, avec une nouveauté cette année, une section de foot en marchand. Alors le club est 1915, il a 108 ans, avec un vieux parcours. C'est l'un des clubs qui est resté. Enfin, on est au niveau ligue depuis les années 60 environ. Alors l'objectif début de saison, c'était de faire progresser nos jeunes et puis d'être en dehors de la lutte au maintien le plus rapidement possible. Là, on va dire qu'on est bien parti pour cet objectif. Et puis après, les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain. Voilà quoi. Pas de limite. La saison est longue, voilà. Là, on est dans une petite phase un petit peu euphorique avec 3 victoires, dont 2 à l'extérieur. On voudrait bien que l'aventure continue un petit peu. Alors Saint-Palais, c'est une équipe qu'on connaît bien à ce niveau-là, qui nous a plutôt réussi l'an dernier. On a fait match nul chez eux et on a gagné ici au Charmilles Park. Mais c'est une équipe qui est bonne et qui nous avait posé beaucoup de problèmes l'an dernier. On avait gagné contre une bonne équipe l'an dernier. Nous, on est récemment remonté sur le podium. Sur les 3 derniers matchs, on a gagné les 3 matchs. Donc ça nous a fait monter de la 11e place à la 3e maintenant. Donc aujourd'hui, on va voir si on peut voir au-dessus ou si on va se battre pour le ventre mou du championnat. Les 22 acteurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse accompagnés des jeunes du club. L'arbitre de ce match, monsieur Trouve, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Bonne récupération de balle de Makovi qui s'avance et voit le portier adverse légèrement avancé. Il prend sa chance mais ne cadre pas. Coup franc pour les Saint-Palaisiens. Duval envoie ce ballon dans la boîte. C'est repris de la tête par Jobard qui touche le poteau. Long ballon devant, c'est dévié de la tête, ça retombe dans les pieds de Chêne qui prend sa chance mais trouve la transversale. Ça profite à Machfer qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Saint-Palais ouvre le score dans ce match. Machfer de nouveau côté gauche, il rentre dans la surface et prend sa chance du droit. Grenon repousse mal le ballon, Favot tente à son tour, s'est stoppé du genou et Chaigne désormais c'est au-dessus. Grosse séquence offensive des Saint-Palaisiens, mais on en reste à 1-0. Coup franc côté gauche pour Favot, s'est frappé directement et trouve le chemin défilé. Magnifique but de l'attaquant Saint-Palaisien qui permet à son équipe de faire le break dans ce match. 2-0. Saint-Palais encore à l'attaque. Machfer trouve Duval dans l'axe, il s'avance et envoie une magnifique frappe du droit. Ça rentre, petit filet gauche. 3-0. Saint-Palais Sport prend le large. Les Mataliens vont tenter de réagir sur ce corner bien repris de la tête. Machfer empêche ce ballon de rentrer de la main. L'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Prou qui va s'en charger. Contre-pied parfait. Mata ouvre son compteur et réduit la marque. Ça fait 3-1. Nouveau corner pour les Mataliens. C'est frappé en direction de Prou qui tente le ciseau mais ne trouve pas le cadre. Fin des 45 premières minutes, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, Saint-Palais mène 3-1 après une première mi-temps bien maîtrisée par les Saint-Palaisiens. Au retour des vestiaires, corner pour Saint-Palais, c'est frappé second poteau pour Machfer qui envoie une magnifique tête en lucarne. Le latéral Saint-Palaisien alourdit le score, ça fait 4-1. Sursaut d'orgueil pour les Mataliens, long ballon côté droit pour Prou, il sent ce ballon mais c'est contré par la défense adverse, ça retombe dans les pieds de Sall qui frappe mais c'est trop enlevé. Coup franc pour Mata à 40 mètres, le ballon est repoussé des points par Bonnet, ça profite à Erono qui envoie une demi-volée mais malheureusement il ne trouve pas le cadre. Possession Saint-Palaisienne, centre repoussé par la défense adverse, ce ballon traîne à la surface et à la course, Jobard est plus rapide,
Bizery en retard laisse traîner son pied. L'arbitre désigne le point de pénalty. Machfer pour le frapper. Il trouve le poteau. C'est bien suivi par Favot qui n'a plus qu'à finir. Et vous allez le voir. Incompréhension sur la pelouse. L'arbitre qui refuse d'abord ce but avant de l'accorder ensuite. Étant donné que le pénalty a touché le poteau, le tireur n'a pas le droit de le reprendre, ce qui n'a pas été le cas puisque c'est bel et bien Favot qui l'a poussé au fond des filets. On en est à 5-1 pour les Saint-Palaisiens. Coup de sifflet final, Saint-Palais Sport s'impose sur la pelouse de l'Avenir de Mata sur le score lourd de 5-1 après une rencontre à sens unique. Beaucoup de satisfaction forcément pour les Saint-Palaisiens. On écoute Corentin Chaigne, le milieu de Saint-Palais Sport. Très content, on est deuxième, on va peut-être passer à la première place. Match très construit avec beaucoup d'animation offensive. On en met 5, il peut y en avoir plus. Le résultat est là, les 3 points sont pris. Il va falloir chercher les 3 points à Angoulême, ça va pas être simple. Mais il faut les 3 points quand même chez eux, ça va être dur. Ouais, défaite 5-1 à domicile, c'est sévère. On a essayé de jouer, on prend en première mi-temps sur les 3 premières frappes 3 buts, donc ça nous met en difficulté. Et après on a essayé de jouer, mais bon, voilà, ils ont été meilleurs que nous, il n'y a pas photo. Hein. Ils étaient plus forts, plus d'envie. Voilà, on était sur 3 victoires consécutives, c'était important, et là du coup on perd, donc voilà, c'est pas grave. On passe derrière eux, mais bon, c'est pas fini. On va quand même essayer de faire le maximum pour jouer la montée, et voilà. On jouait peut-être un peu bas, et du coup le numéro 11, très fort devant, qui nous a fait vraiment, vraiment mal et qui nous a mis en difficulté. Et voilà, mais du coup 3 frappes, 3 buts, et puis après on essayait de revenir, donc on jouait haut, et puis ils jouaient dans le dos, et voilà, 5-1. Mais je trouve que c'est un peu sévère. On a eu des occasions, on les a pas mis au fond, ça arrive. Cette émission numéro 119 d'LFNA TV est désormais terminée. Je remercie mon trio à l'édition. Christophe Monzi, Flavien Aziolkowski, Théo Rodriguez. Merci aux clubs qui nous ont aidés à préparer cette émission, avec notamment le FC Libourne, avec le Stade Poitvin ou encore l'Avenir Mata et l'Étoile Maritime. Un grand merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas, comme vous le faites d'habitude, à commenter et à partager cette émission. Vos retours sont toujours importants pour nous, de même que vos commentaires. On se retrouve lundi prochain pour le numéro 120 d'LFNA TV. D'ici là, très bonne semaine à tous, et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, en championnat comme en coupe, ça reste un jeu.